Bienvenue à l'Aéropod Express, votre complément à Aéropod. Donc, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Nous avons pris des vacances, pas mal tout le monde, Grégory, Claudia, André, après la diffusion des épisodes sur l'enregistrement des épisodes sur le F-35. Ça nous a complètement vidé. Là. Un si gros programme, c'est tellement complexe. On a eu des difficultés. Et là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que Claudia et Grégory travaillent très très fort avec leur compagnie. Donc, ils n'ont pas vraiment le temps de participer à des podcasts, enregistrer les émissions, les balados. Donc, moi et André, on a décidé qu'à cela ne tienne, on va tenir les gens informés. Donc, j'ai mes sujets, j'ai quelques sujets ici et tout de suite après, André va venir nous discuter de 3 sujets qu'il a choisis pour nous cette semaine. Donc, ça risque d'être un peu le format pour ce qui s'en vient dans le futur, un peu si on veut. Mais tout le monde va revenir très bientôt. Donc, on va commencer avec une nouvelle canadienne. C'est pas juste des mauvaises nouvelles qu'on a au pays avec l'aviation, même si le gouvernement fédéral fait absolument rien. On a aussi des bonnes nouvelles. Donc, Provincial Airlines Aerospace, PAL Aerospace, vient d'ouvrir un nouveau hangar à Campbell River en Colombie-Britannique. C'est un hangar de 12 000 pieds carrés. PAL Aerospace, ils ont le contrat avec Pêche et Océan Canada pour faire la surveillance des navires tout autour du pays sur les océans, naturellement. Donc, depuis 1990, ils utilisent des King Air 200 qui sont spécialement équipés avec des caméras de vision de nuit, multispectrales, des radars de recherche maritime pour rechercher les navires à la surface et aussi le fameux transpondeur, le AIS, Automatic Identification System, qui est un peu le transpondeur / TCAS, si on veut, des navires marchands et militaires. Donc, avec ça, ils patrouillent et ils trouvent les gens qui pêchent où ils n'ont pas d'affaires à pêcher, les endroits où il y a des déversements de pétrole ou de la pollution. Donc, ils font ça avec ça. Ils ont aussi un Dash 8 tout gris avec des tourelles. Je ne sais pas s'il est utilisé pour ça, mais vous allez voir sur le lien que je vais vous mettre pour l'article. Il y a un Dash 8 en avant du hangar. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça va leur permettre de soutenir leurs opérations dans l'océan Pacifique et ils ont aussi des opérations à partir d'Halifax. Donc, j'ai souvent, dans le cadre de mon travail, été à Halifax et j'ai vu les fameux King Air 200 qui se promenaient là-bas. Donc, maintenant, si on traverse, on est en Colombie-Britannique, si on continue à se promener vers l'ouest et on traverse le Pacifique au complet, on arrive au Japon. Donc, qu'est-ce que les Japonais y font? Donc, ils viennent juste de rentrer, de célébrer la rentrée en service de leur RC2. Donc, c'est on vous avait parlé de leur avion de transport, le C2, qui est comme un C-17 bimoteur, qui remplace le C1. Donc, après 2 ans de test, le 1er octobre de ce mois-ci, donc 2020, le premier RC2 a été introduit en service au Japon. C'est un avion de reconnaissance électronique, donc ce qui fait du ELINT, Electronic Intelligence Gathering. Donc, c'est une version modifiée du Kawasaki C2. Il vient remplacer 4 NAMC YS-11EB. Les YS-11, pour les gens qui se demandent à quoi ça ressemble, c'est dans les années 60-70, le Japon a développé un avion de ligne biturbopropulseur qui ressemble à un Hawker HS-748, mais qui est beaucoup plus gros. Donc, pendant longtemps, il y avait de ces avions-là. Il y en avait qui étaient parqués à Fort Lauderdale, du côté de Shelter, entre les 2 pistes. Il y avait des avions qui étaient là. Et puis, donc, c'est les seuls que j'ai vus, c'est ceux-là. Donc, ils en ont 4 qui vont être remplacés par ces Kawasaki RC2-là. Et potentiellement, il y aurait un EC2, donc une version de guerre électronique du C2 qui serait en développement, qui viendrait remplacer le EC1. Et les YS-11EA. Donc, EA, on peut penser à Electronic Attack ou tout simplement la version électronique, première version A, comme l'autre, c'est la B. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le japonais. Et je vais vous laisser finalement le dernier sujet qui l'intéresse, c'est qu'il y a un nouvel avion qui a été révélé cette semaine, mercredi en fait, donc le 7 octobre, à Centennial au Colorado. La compagnie Boom Aerospace a dévoilé le XB-1 Baby Boom. Donc, c'est un avion à l'échelle, si on veut, de leur Boom Overture, dont on vous a déjà parlé, l'avion de transport supersonique qui devrait amener de 50 à 88 passagers. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, donc ils font un prototype pour tester certaines technologies parce qu'ils disent que c'est bien beau l'analyse des fluides avec des ordinateurs, les tunnels à l'essoufflerie, tout ça, mais il faut quand même aller
faire des expériences à l'extérieur avec les avions pour valider certains points. Donc, ils vont valider les matériaux, les techniques de construction et l'aérodynamisme de leur avion de ligne, le Overture, avec le Baby Boom, le XB1. Donc, on parle d'un avion de 21 mètres de long. C'est un monoplace. Il y a 3 J85 avec post-combustion qui viennent propulser cet appareil-là. Et le premier vol est prévu au troisième trimestre de l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le deuxième. En fait, c'est le premier de 2 prototypes avions expérimentaux supersoniques qui sont en construction ou qui ont été construits. Donc, le premier qui sort, c'est le XB1. Et on a aussi l'avion de la NASA pour le Quiet Supersonic qui va faire le Low Boom, Quiet Boom, qui est en construction chez Lockheed Martin, qui devrait sortir très bientôt. Donc, qui est lui le premier avion supersonique, en fait, le premier avion expérimental piloté par un être humain de la NASA depuis de longue lurette. Depuis belle lurette, ils avaient surtout fait affaire avec des avions pilotés à distance ou des avions autonomes. Et je vais vous laisser avec, avant de passer la parole à André, il y a eu un lancement de SpaceX cette semaine, encore une autre soixantaine de satellites Starlink qui ont été lancés. Les images du lancement sont tout à fait spectaculaires. Il va y avoir un lien dans les notes, juste en dessous ici. Et les gens qui nous écoutent dans la voiture, qui ne sont pas sur YouTube, ils pourront voir les notes dans leur podcatcher. Mais les photos de la fusée qui passe en avant du soleil, qui se lève, sont tout à fait incroyables. Donc, je passe la parole à André et je vous reviens dans pas longtemps. André. Ben, bonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous autres pour ce petit aéropod express en attendant le retour de l'aéropod qui sera fort probablement enregistré à distance. Les choses que j'ai retenues dernièrement dans l'actualité, CAE, qui est maintenant devenue une entreprise carboneutre. En fait, CAE, contribue déjà à la réduction des gaz à effet de serre, effectivement, parce que en entraînant des pilotes dans les simulateurs plutôt que dans les avions, on comprend que ça dépense beaucoup moins de carburant. Cette tendance-là au simulateur est en train de se répandre aussi dans l'aviation militaire, ce qu'il y avait déjà dans l'aviation civile, parce qu'on se rend compte qu'en utilisant ce simulateur, plutôt que l'avion de chasse ou l'avion de combat, ben, on prolonge la durée de vie utile des avions de combat. Donc, c'est une bonne nouvelle pour CAE, c'est une félicitation pour eux, surtout que CAE achète des crédits carbone quand c'est nécessaire, et dans certains pays où elle est présente, ben, elle va financer des initiatives environnementales, comme en Inde, ils financent la construction de centrales d'énergie solaire ou éolienne, enfin des centrales d'énergie renouvelable. Au Canada, ils financent le reboisement. Donc, c'est la première compagnie aérospatiale canadienne à être carboneutre. Félicitations, CAE. Cette semaine, Bombardier a livré le premier Learjet 75 Liberty. C'est la version revue du Learjet 75. En fait, c'est une version 6 places. Bombardier a un petit peu recentré son produit avec le Learjet 75 avec le Liberty. C'est-à-dire qu'on a enlevé certains éléments de base qu'on a mis optionnels. Puis le prix de vente du Learjet 75, qui était de 12 millions, est passé à 9 millions 900 000 avec le Liberty. Donc, on s'est rapproché du Phenom 300. Le client qui a pris possession du Learjet 75 cette semaine, le Liberty, a mentionné que ça fait 20 ans qu'ils font affaire avec Learjet, qu'ils sont très satisfaits. Et encore en fait, ils ont un taux de disponibilité de 99,9%. Donc, le fameux Dispatch Reliability Rate est à 99,9% pour eux autres, ce qui est excellent. Ça veut dire que seulement un départ sur 100 qui est retardé ou annulé à cause d'un problème mécanique. Alors, bonne chose pour Bombardier. Il faudra voir si durant la pandémie, Bombardier réussit à reprendre reprendre des portions de marché à Embraer pour au Phenom 100, puis à Cessna et les Cessna Citation.
Autre nouvelle intéressante, Pascan Aviation qui s'apprête à mettre en service son premier Saab 340B. L'avion est à Montréal depuis un certain temps. L'arrivée de cet avion-là avait été retardée parce que, à cause de la COVID-19, j'avais publié d'ailleurs sur les îles du Québec cet été là-dessus. Ce qui manque, en fait, pour la mise en exploitation, c'est le certificat d'exploitation 705 qui s'en vient. Pascal avait demandé son certificat d'exploitation 705 au mois de janvier. Donc, on arrive au mois d'octobre. C'est pas un délai anormalement long pour ce genre de certificat-là, ce genre de demande-là. Euh, Puis surtout qu'il y a la COVID-19, donc on est dans un bon délai. Faites à noter, Pascal, maintenant, a toujours un contrat avec DICOM pour le courrier puis pour le cargo. Cependant, il n'y a plus le contrat pour ce qu'on appelait la compensation bancaire, c'est-à-dire que les chèques qui sont déposés à Montréal puis qu'ils retournent dans la succursale bancaire d'origine où le client a émis le chèque, c'était un contrat qui exigeait que Pascal décolle de Saint-Hubert à 5h30, 5h45 le matin, qui se rendent en région afin de retourner les chèques qui avaient été travaillés ou déposés dans la journée. Puis après ça, le soir, à la fin de la journée, ils ramassaient les chèques en région, puis ils les ramenaient à Montréal aussi. Ce contrat-là n'existe plus, donc Pascal a changé ses horaires de vol. Et ce que ça fait surtout, c'est qu'on peut décoller maintenant beaucoup plus tard de Saint-Hubert et revenir plus de bonne heure à Saint-Hubert. Donc, pour les pilotes, le temps de service dans la journée est de beaucoup réduit. On tombe dans des heures plus faciles à gérer avec la nouvelle réglementation qui est en vigueur. Surtout que Pascal, maintenant, est un opérateur 705, donc elle était visée par les changements sur les heures de service. Donc, ça permet de mieux gérer ça. Je termine cet aéropod express avec un petit clin d'œil. British Airways va retirer son dernier Boeing 747 cette semaine, le 8 octobre. Donc, jeudi, c'était le dernier vol prévu des deux derniers B747 de British Airways. C'est une autre journée triste pour l'aviation. Quel merveilleux avion qu'a été le Boeing 747. Et c'est donc dommage de voir cet avion-là être retiré du service. Alors moi, c'est ce que j'avais pour ma portion Aéropod Express. À bientôt tout le monde. Donc, merci André pour ces trois nouvelles fort intéressantes. Tout le monde, je vous dis à la prochaine. Et soyez pas découragés. L'aéropod, ça va pas de nulle part. Comme je l'ai dit, tout le monde est très occupé ces temps-ci, malgré la pandémie. Donc, on est content pour les gens qui sont occupés. Donc, avec tout ça, je vous dis à la prochaine et merci. Au revoir.